Quand mon éditeur m'a pour la première fois parlé de Marianne Chaillan, j'ai eu très peur. Il m'a dit, il y a une très brillante philosophe marseillaise qui a écrit un essai sur vous, vous allez voir, c'est magnifique et on va le publier. J'ai été dans la panique la plus totale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de philosophe marseillaise? Mon Dieu! En même temps, je me suis efforcée d'accueillir cette nouvelle avec stoïcisme et surtout scepticisme parce que j'attendais vraiment de le voir. Quelques mois plus tard, c'était en septembre 2018, j'ai retrouvé le manuscrit de Marianne Chaillan, ainsi philosophée Amélie Nothomb, sur mon bureau un lundi matin. Je l'ai lu tout de suite, sans respirer, sans rien faire d'autre, tout à fait cessante, je l'ai lu d'une traite. Et j'ai été absolument subjuguée d'admiration. C'est un livre passionnant, enfin pour moi qui suis l'auteur des livres, c'est un livre absolument passionnant et ça m'a rempli de reconnaissance qu'on puisse faire de mes livres une lecture aussi brillante, aussi riche et en même temps aussi vraie, parce qu'à aucun moment je ne trouvais que mon propos était dénaturé, au contraire il était spectaculairement enrichi, sans que le propos de Marianne fasse mentir aucune de mes intentions, à supposer d'ailleurs que j'ai des intentions quand j'écris. Je trouvais ce livre d'une très grande justesse et d'une très grande profondeur. Et j'ai envie de dire que même si on ne s'intéresse absolument pas à mes livres, en soi, c'était un livre magnifique. Donc moi, j'ai tout de suite saisi mon téléphone, j'ai tout de suite téléphoné à Marianne Chaillan, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je viens à peine de la rencontrer. Je suis tombée sur sa messagerie et j'ai laissé un message absolument dithyrambique, sans aucune restriction à Marianne. Et apparemment, Marianne n'a pas tout à fait détesté mon message puisque le livre a été publié. Ça m'a extrêmement intéressée. J'ai l'impression, je ne m'y connais pas du tout, j'ai l'impression que la principale différence entre un regard de romancière et un regard philosophique, c'est une question de distance. Une des choses les plus difficiles à trouver quand on écrit un livre, c'est la juste distance à laquelle il faut l'écrire. C'est vrai aussi quand on lit un livre. À quelle distance faut-il lire le livre? J'ai l'impression que la distance philosophique est une distance différente, sans que je puisse forcément dire si elle est plus grande ou plus restreinte que la lecture d'une romancière. Et du coup, forcément, comme la distance est très différente, ça donne un regard très différent et extrêmement intéressant. C'est comme si, jusqu'à présent, j'avais été une pomme qui avait été filmée par des caméras, comment dirais-je, des caméras de film grand public, et tout à coup, c'est Ozu, le plus grand cinéaste japonais, qui venait filmer la pomme. Alors évidemment, ça donne une pomme extrêmement différente. La pomme est comblée, en l'occurrence. Comment dire? J'imagine qu'il... Je n'en sais rien. C'est une question dont je parlais avec Marianne tout à l'heure. Je ne connais pas la nature exacte de l'objet philosophique. J'imagine qu'il doit être possible de regarder tout objet, même le plus bête, de façon philosophique. Donc, je n'excluais pas qu'on puisse poser un regard philosophique sur mes livres. Ce que je n'avais jamais pu imaginer, ni même souhaiter, et encore moins préméditer, c'est que le regard philosophique sur mes livres donne quelque chose d'aussi brillant, donne quelque chose d'aussi profond et quelque chose d'aussi cohérent. Donc oui, ça a été pour moi une surprise totale et une surprise qui continue de m'enchanter. Je suis un écrivain très heureux. Je suis très lu par un grand nombre de lecteurs depuis 26 ans. C'est merveilleux. L'envers de la médaille, s'il y en a un, c'est que je suis un petit peu devenue, pour beaucoup de gens, un produit de consommation courante. Peu de gens ont l'air de mesurer ce qu'est l'écriture de mes livres pour moi et que vraiment j'y mets tout ce que j'ai de plus important, que ce n'est pas parce que c'est un acte que je fais de façon si rituelle depuis tant d'années qu'il est moins important. Il est terriblement important pour moi, à mon échelle bien sûr. Mon échelle n'est pas grande, mais tout ce que je suis, je le mets dans mes livres. Et d'avoir senti que Marianne se rendait compte de ça et qu'elle me rendait cette justice, voilà, il y a moyen de faire une lecture profonde de mes livres. Ça, merci Marianne, je ne pourrai jamais assez lui dire ma reconnaissance. J'ose dire que oui. Alors, comprenons-nous bien, quand on voit la profondeur de l'analyse que Marianne fait de mes livres, là on se dit mais qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, cette Amélie Nothomb, surtout quand les pages magnifiques, Lévinas appliquées à mes livres, ça donne des passages d'une beauté à pleurer. Si je vous dis oui, je reconnais tout à fait mes livres dans cette analyse, j'ai l'air très prétentieuse, mais ce n'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Il se trouve que tous les philosophes dont parle Marianne, je les ai lus à divers âges de ma vie et ils ont tous, à divers degrés, compté pour moi.
De là à dire que quand j'écris, je pense à Lévinas, ben non, je devrais d'ailleurs, et j'ai honte de ne pas penser de façon consciente à Lévinas quand j'écris. Mais par ailleurs, on ne peut pas avoir lu un philosophe aussi important que Lévinas sans en être métamorphosé. Donc forcément, il y a, à un degré peut-être dilué, je ne sais pas, il y a du Lévinas en moi et qu'il ressurgisse au moment où j'écris. Comment faire autrement? Forcément qu'on écrit toujours avec toutes ces lectures, fût-ce des lectures philosophiques. Donc oui, vraiment, je dois dire que je reconnais mon œuvre dans le portrait que Marianne en fait. Eh bien, il est extrêmement profond. Vous savez, quand j'avais 17 ans, franchement, j'étais pas prévue pour survivre. Vous m'auriez rencontré à 17 ans, non seulement vous n'auriez jamais prévu que je serais un jour un auteur à succès, mais vous auriez encore moins pu prévoir que j'allais survivre, tellement j'allais mal à tout point de vue. J'étais un être d'une noirceur extrême. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu Le crépuscule des idoles de Nietzsche et je suis tombée sur la fameuse phrase « À l'école de guerre qu'est la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Phrase qu'on a tous traitée en dissertation depuis... Mais moi, je la découvrais, cette phrase, à ce moment-là, et je peux vous dire que cette phrase a eu pour moi un impact sans précédent. Je me suis dit, mais alors avec tout ce que je me suis infligé, parce que je m'étais infligé vraiment beaucoup de choses, avec tout ce que je me suis infligé, je suis toujours en vie. Qu'est-ce que je dois être forte? Et ça a été pour moi un vrai retournement de situation. Je me suis dit, mais examinons ma force, que ma vie serve à examiner ma force. Qui c'est ce type, Nietzsche, qui a pu me faire prendre conscience de ça? Tiens, c'est un philologue. Il se trouve que je suis belge et que j'ai fait mes études universitaires à Bruxelles. Il y a 2 pays au monde où on peut étudier la philologie en tant que telle, c'est l'Allemagne et la Belgique. Si vous voulez faire de la philologie en France, ce n'est jamais qu'une branche de lettres ou de linguistique. Mais en Belgique et en Allemagne, on peut être agrégé de philologie. Moi, forcément, comme Nietzsche l'était, ben, je voulais l'être. Donc j'ai fait les mêmes études que Nietzsche. Ça m'a sauvée. Ça a été des études absolument brillantes. Alors, souvent on m'a demandé, mais ça sert à quoi de faire des études de philologie? Ben, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à vous sauver la vie, ça sert à fonder votre vie. Il n'y a pas de débouché, si vous voulez. Mais quand même, rester en vie, il me semble que c'est pas si mal. Et donc, oui, Nietzsche est forcément mon philosophe préféré puisque c'est le philosophe auquel je dois la vie.